bonsoir et bienvenue sur le grain de sommeil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, la partager et à vous abonner à la chaîne. Le rêve d'Akinosuke. Dans le district de Toichi, province de Yamato, vivait autrefois un goshi dénommé Miyata Akinosuke. Dans le Japon féodal, le terme goshi désignait une classe privilégiée de paysans soldats, non nobles, mais libres d'exploiter leurs propres terres. Dans son jardin se dressait un grand et vieux cèdre, sous lequel Akinosuke avait l'habitude de se reposer quand la chaleur était étouffante. Un après-midi particulièrement chaud, alors qu'assis sous l'arbre, il bavardait et buvait du vin avec deux amis, goshi eux aussi. Il se sentit soudain accablé de fatigue, au point de demander à ses compagnons la permission de faire une sieste en leur présence. Il s'allongea au pied de l'arbre et commença à rêver. Il était allongé là, dans le jardin, quand d'une colline alentour, il vit descendre une procession, sans doute le cortège de quelques daimyo importants. Se levant, il s'aperçut qu'il s'agissait d'un défilé vraiment grandiose, d'une ampleur inédite, et qu'il venait vers lui. En tête, de nombreux jeunes gens, somptueusement vêtus, tiraient un gros carrosse impérial laqué, ou gosho kuruma, tout drapé de soie d'un bleu éclatant. Arrivé non loin de sa maison, la procession s'arrêta et un homme aux riches habits, à l'évidence un personnage de haut rang, s'en détacha et s'approcha d'Akinosuke avant de déclarer en s'inclinant profondément: « Honorable Seigneur, vous avez devant vous un Kerai, vassal du Kokuo de Tokoyo. Le roi, mon maître, me commande de vous saluer en son nom et de me mettre à votre entière disposition. Il me charge en outre de vous convier solennellement à vous rendre en son palais. Veuillez donc monter sans tarder dans cet honorable équipage qu'il a dépêché spécialement pour vous y conduire. » À ces mots, Akinosuke aurait voulu formuler une réponse convenable, mais il était trop abasourdi et embarrassé pour dire quoi que ce soit. Il lui sembla alors avoir perdu toute volonté, et il ne put qu'obéir à l'invitation du Kerai. Il grimpa dans le carrosse, et le Kerai prenant place à ses côtés fit un signe. Les jeunes gens saisirent les câbles de soie, tournèrent le majestueux véhicule vers le sud, et le voyage commença. Très peu de temps après, à la grande surprise d'Akinosuke, le carrosse s'arrêta devant une immense porte-tour à 2 étages, de style chinois, qu'il n'avait jamais vus auparavant. Le Kerai descendit en disant: « Je vais annoncer votre honorable arrivée. » Puis il disparut. Au bout de quelques instants, Akinosuke aperçut 2 hommes à l'air noble, vêtus de soie pourpre et portant ces hautes coiffures témoignant d'un rang élevé qui franchissait la porte. Ils le saluèrent avec respect
l'aidèrent à descendre et le guidèrent à travers un vaste jardin, jusqu'à l'entrée d'un palais dont la façade s'étirait à perte de vue, tant vers l'ouest que vers l'est. Akinosuke fut ensuite introduit dans une immense salle de réception, d'une splendeur inouïe. Ses deux guides le menèrent à la place d'honneur, avant de s'asseoir respectueusement à l'écart, tandis que des servantes en costume de cérémonie lui servaient des rafraîchissements. Quand Akinosuke fut désaltéré, les deux intendants aux habits pourpres s'inclinèrent profondément et s'adressèrent à lui en ces termes, parlant chacun leur tour suivant l'étiquette de la cour. Il est de notre honorable devoir de vous exposer les motifs de cette convocation. L'auguste désir du roi, notre maître, est que vous deveniez son gendre. Il souhaite donc et ordonne que vous épousiez aujourd'hui même la princesse, sa fille unique. Nous vous conduirons bientôt à la salle des audiences, où Sa Majesté vous attend déjà. Mais il faut d'abord que vous revêtiez des habits de cérémonie plus appropriés. Après quoi, ils se redressèrent ensemble et se dirigèrent vers une niche abritant un grand coffre de laque doré. L'ouvrant, ils sortirent des peignoirs et des ceintures d'étoffes précieuses, ainsi qu'un kamuré, un couvre-chef royal. Ils en parèrent Akinosuke, comme il sied à un fiancé princier, puis le conduisirent à la salle des audiences, où il vit le Kokuo de Tokoyo, assis sur le daïsa, portant une robe de soie jaune et la haute coiffure noire de cérémonie. En face et de part et d'autre du daïsa, des rangées de dignitaires se tenaient immobiles, telles de superbes statues dans un temple. Akinosuke s'avança parmi eux et salua le roi en se prosternant 3 fois comme le veut l'usage. Le souverain l'accueillit avec des propos fort courtois, puis déclara : « Tu as déjà été informé des motifs de ta venue ici. Nous avons demandé de t'adopter en t'accordant la main de notre fille unique. La cérémonie nuptiale va maintenant être célébrée. » À peine le roi eut-il fini de s'exprimer qu'une musique joyeuse retentit. Cependant qu'un long cortège de belles dames de la cour apparut derrière une tenture pour mener Akinosuke à la salle où l'attendait sa future épouse. Bien qu'immense, la pièce pouvait à peine contenir la myriade d'invités venus assister aux noces. Tous s'inclinèrent devant Akinosuke, tandis qu'il prenait place en face de la fille du roi, s'agenouillant sur le coussin préparé à son intention. La fiancée avait l'air d'une créature céleste, avec ses magnifiques vêtements aux teintes de ciel d'été. Le mariage fut célébré dans la liesse générale. Le couple fut ensuite mené à ses appartements, spécialement aménagés dans une autre aile du palais, où l'accueillit une foule de nobles qui le félicitèrent et lui firent d'innombrables cadeaux. Quelques jours plus tard, Akinosuke fut de nouveau convoqué dans la salle du trône. Le roi le reçut alors encore plus courtoisement que la première fois et lui dit : « Dans le sud-ouest de notre domaine se trouve une île appelée Raishu.
dont nous te nommons à présent gouverneur. Tu y trouveras des habitants fidèles et dociles, bien que régis par des lois quelque peu en désaccord avec celles de Tokoyo. Nous te chargeons d'améliorer autant que possible leurs conditions sociales et nous désirons que tu les gouvernes avec sagesse et bonté. Tout est déjà prêt pour ton voyage à destination de Raishu. Akinosuke et son épouse quittèrent donc le palais de Tokoyo, accompagnés jusqu'à la côte par une suite de nobles et de fonctionnaires. Et ils s'embarquèrent sur un navire affrété par le roi. Poussés par des vents propices, ils gagnèrent sans encombre Raishu au terme d'un paisible voyage et trouvèrent à leur arrivée les braves Iliens qui les attendaient sur la plage. Akinosuke s'attela aussitôt à ses nouvelles tâches, à dire vrai plutôt légères. Les 3 premières années de son gouvernement, il s'occupa surtout d'élaborer et promulguer des lois. Et grâce à l'assistance de sages conseillers, son travail ne lui parut jamais pénible. Celui-ci, une fois expédié, il ne lui restait plus qu'à participer à des rites et des cérémonies prescrits par des traditions antiques. La région était si florissante et fertile que disettes et maladies y étaient inconnues, et les habitants étaient d'une telle honnêteté qu'ils n'enfreignaient jamais les lois. Akinosuke vécut et gouverna Raishu pendant plus de 20 ans, y séjournant au total durant 23 années, que nul désagrément ne vint un instant troubler. En la 24e année de son séjour, cependant, un terrible malheur le frappa. Son épouse qui lui avait donné 7 enfants, 5 garçons et 2 filles, tomba malade et mourut. Elle fut enterrée en grande pompe au sommet d'une belle colline, dans le district de Aranyoko, et un monument d'une splendeur inouïe fut dressé sur sa tombe. Mais Akinosuke était si désespéré par son décès qu'il perdit tout intérêt pour la vie. Quand la période de deuil prévue par la loi prit fin, un messager royal, ou Shisha, en provenance du palais de Tokoyo, arriva à Raishu et lui remit un courrier de condoléances en déclarant « Voici ce que mon auguste maître, le roi de Tokoyo, m'ordonne de te dire. Le moment est venu de te renvoyer auprès des tiens, dans ton village natal. N'aie aucune inquiétude pour tes 7 enfants, petits-fils et petites-filles du roi. Ils recevront à ce titre une excellente éducation. » Obéissant à cet ordre, Akinosuke se prépara à partir. Une fois ses affaires réglées, il prit officiellement congé de ses fidèles conseillers et assistants. Il fut escorté avec tous les honneurs jusqu'au port. Il s'embarqua alors sur le navire qui avait été dépêché à son intention. Il leva l'ancre sur le bleu de la mer et sous l'azur du ciel. L'île de Raishu devint elle-même bleutée, puis grise, avant de disparaître pour toujours. Et Akinosuke se réveilla brutalement, sous le cèdre de son jardin. Il demeura un instant stupéfait et confus, mais réalisa ensuite que ses 2 amis étaient encore assis à ses côtés, buvant et bavardant gaiement.
Il les observa d'un air troublé et s'écria « Comme c'est étrange !»« Akinosuke, tu dois avoir rêvé !» s'exclama l'un de ses compagnons en riant. « Qu'as-tu donc vu de si étrange ?» Akinosuke leur raconta alors son rêve, les 23 années passées dans le royaume de Tokoyo, sur l'île de Raishu, ce qui ne manqua pas de surprendre ses deux amis, car ils n'avaient pas dormi plus de 2 minutes. Un goshi déclara « Ton songe est vraiment singulier, mais nous aussi nous avons vu des choses bizarres pendant que tu dormais. À 2 reprises, un petit papillon jaune a voleté au-dessus de ton visage et nous l'avons regardé attentivement. Il s'est posé à côté de toi, près de l'arbre, et presque au même moment, une énorme fourmi a surgi d'un trou, l'a attrapé et l'a entraîné sous terre. Et juste avant ton réveil, nous avons vu le papillon en question sortir du trou et voleter de nouveau autour de ton visage, avant de disparaître soudainement, qui sait où. Peut-être s'agissait-il de l'âme d'Akinosuke, suggéra l'autre goshi. J'ai bien cru le voir entrer dans sa bouche, mais même dans ce cas, cela n'explique pas le rêve. Les fourmis pourraient fournir une explication, répliqua le premier goshi. Ce sont d'étranges créatures, des elfes, des lutins. En tout cas, il y a une grande fourmilière sous ce cèdre. Jetons-y un œil, lança Akinosuke, avant de courir chercher une pelle. Il apparut ainsi que le sol autour du cèdre avait été creusé, de la façon la plus admirable, par une prodigieuse colonie de fourmis qui y avait érigé de minuscules constructions de paille et d'argile, constituant une ville miniature. Au milieu d'une structure nettement plus grande que les autres, une multitude de petits insectes grouillaient et s'affairaient autour d'une fourmi bien plus imposante, aux ailes jaunâtres et à la longue tête noire. Tout s'explique. Voilà le roi dont j'ai rêvé, s'écria Akinosuke. Et voilà le palais de Tokoyo. C'est merveilleux. Raishu devrait se situer quelque part au sud-ouest de ce dernier, à gauche de cette grosse racine. Ici, l'île existe vraiment. C'est incroyable. Je suis sûre maintenant de trouver aussi la colline de Aranyoko et la tombe de ma princesse. Fouillant la fourmilière, il finit par découvrir un tertre surmonté d'un galet, semblable à un monument bouddhiste, avec dessus le petit corps d'une fourmi ensevelie dans l'argile.